Si, moi j'entends. Parfait, super. Pardon, ok, super. Donc aujourd'hui, on va parler de réanimation cardio-respiratoire, donc un sujet important en urgence. On va voir un petit peu les recommandations en termes de réanimation cardio-respiratoire pour pouvoir les mener le mieux possible. Donc tout d'abord, bon, on s'en doute, hein, l'arrêt cardio-respiratoire, ça nécessite vraiment une prise en charge rapide, efficace et une méthodologie rigoureuse. Puis malgré toutes les mesures mises en place, généralement en médecine vétérinaire, le taux de survie est inférieur à 10%. Et il est même un petit peu majoré par le fait qu'en anesthésie, le taux de survie est augmenté. Mais hors anesthésie, le taux de survie approche presque les inférieur à 5%. Et un groupe qui a été créé qui s'appelle le groupe Recover pour justement améliorer la qualité de la prise en charge et standardiser les protocoles dans des cas de réanimation cardio-respiratoire. Donc, Recover, c'est Reassessment Campaign of Veterinary Resuscitation. C'est un groupe de spécialistes en urgence et soins intensifs, donc des spécialistes américains, une dizaine de spécialistes qui se sont posés ensemble pour justement élaborer comment dire, des guidelines pour les vétérinaires. Donc, ils ont trois objectifs principaux. Le premier, ça va être donc de développer et de mettre en place les directives de réanimation cardiopulmonaire vétérinaire. Leur deuxième objectif, ça va être de la formation en CPR, justement pour les vétérinaires, mais également pour les propriétaires. Donc, avec la formation Recover, qui vous donne une certification CPR qui est reconnu par l'ACVEC, donc le Collège américain d'urgence et de soins intensifs, en tout cas qui est donné par l'ACVEC, pardon, qui est reconnu par l'AVEC, donc c'est la société de vétérinaires d'urgence et de soins intensifs. Et le troisième objectif de ce groupe Recover, c'est de réaliser de la recherche scientifique pour améliorer ou en tout cas remettre à jour les guidelines à chaque fois. Donc, le groupe Recover, vous pouvez trouver son lien sur ces Recover initiatives. Et vous avez une formation que personnellement, je vous encourage à faire. Elle est payante, évidemment, mais c'est vraiment une formation théorique up-to-date sur justement tout ce qui va être CPR, donc cardio, en français, une réanimation cardiopulmonaire, pardon. Donc, je vous ai mis ici, donc, le groupe Recover forcément a sorti tout un tas de lignes directrices. Donc, les dernières guidelines ont été sorties en 2012. Il devrait y avoir un update et des nouvelles guidelines qui devraient sortir courant 2024. C'est un ensemble de 7 articles. Je vous ai mis vous pouvez juste flasher pour avoir directement le lien. Il est en accès gratuit. Chaque article reprend un petit peu un topic, mais l'article numéro 7, la partie 7, c'est vraiment le résumé avec justement toutes les guidelines cliniques qui ont été développées par le groupe Recover. Donc, si vous voulez vous focuser sur un article, vous pouvez vous intéresser uniquement au 7e. Donc, les guidelines de 2012, elles vont avoir 5 topics, 5 sujets principaux. Tout d'abord, comment préparer et prévenir une réaction cardiopulmonaire, comment mettre en place tout ce qui va être basic life support, comment mettre en place tout ce qui va être advanced life support, ensuite de ça, tout le monitoring et tous les soins post-arrêt qu'on va pouvoir mettre en place. Ces guidelines, c'est un ensemble de 101 guidelines qui ont été finalement rédigées. Vous pouvez les trouver dans leur intégralité à la fin de l'article. Et chaque ligne directrice, elle va comporter à la fois une classe et un niveau. La classe, globalement, ça va évaluer la balance entre le risque et le bénéfice de la ligne directrice en question. Et son niveau, ça va catégoriser son niveau de preuve scientifique. Pour vous dire, ben oui, en effet, cette recommandation, elle a un niveau de preuve scientifique très élevé. Et en plus de ça, elle doit vraiment, vraiment être mise en place parce que le bénéfice est vraiment beaucoup plus important que le risque. Donc ça, c'est aussi très important de comprendre ça. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport à toutes ces lignes directrices. Donc nous, aujourd'hui, on va passer au travers un petit peu certaines de ces lignes directrices parce que c'est vraiment la référence en matière de réanimation cardiopulmonaire vétérinaire. Ça va nous permettre de mettre en place les meilleures réanimations possibles pour assurer les meilleures euh, chances de succès pour nos petits patients. Donc, tout d'abord, préparation et prévention. Le grand principe derrière tout ça, c'est que si la réanimation elle est organisée, qu'elle est menée par une équipe formée qui respecte les bonnes pratiques en termes de CPR, alors ça doit améliorer la survie suite à un arrêt cardio-respiratoire.
Globalement, la préparation, elle passe par quoi? Elle passe par la présence d'un équipement spécialisé. Alors, c'est sûr qu'à domicile, c'est un petit peu plus difficile, mais vous pouvez très bien avoir une petite trousse de réanimation où à l'intérieur, vous allez trouver vos drogues d'urgence et à la fois des petites seringues, des aiguilles et des petits cathéters. En clinique, ça passe par la mise en place d'un chariot de réanimation, d'une mallette de réanimation, mais il faut vraiment qu'il y ait un espace dédié pour la réanimation. Et il faut que la localisation, que le stockage, que le contenu de ce chariot de réanimation doit être standardisé, connu de tous et régulièrement contrôlé. Et ça, pour le coup, on le voit, hein, c'est une ligne directrice de niveau 1A. Ça veut dire que vraiment, le bénéfice est extrêmement important et qu'il y a énormément de preuves scientifiques qui vont dans ce sens et qui prouvent que oui, en effet, si on a un chariot de réanimation disponible, alors les chances de succès de notre réanimation sont plus élevées. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut mettre en place. Ce qui peut également beaucoup aider, c'est des chartes. On va voir un petit peu après à quoi elles ressemblent et des aides qui peuvent être disponibles, affichées et visibles de tous. Au niveau des chartes, il y en a plusieurs. Il y a notamment, par exemple, l'algorithme de la réanimation cardio-respiratoire pour un petit peu nous aider, savoir quoi faire. Il y a aussi un algorithme, par exemple, pour les soins post-arrêt cardio-respiratoire. Je ne l'ai pas mis ici, mais en tout cas, dans toutes les maisons des urgences parisiennes, il y a les petites fiches avec les récapitulatifs des doses des médicaments administrés en fonction du poids. Donc, tout ça, c'est des aides visuelles qui doivent être mises en place pour aider. À domicile, c'est pareil, c'est des aides visuelles que vous pouvez très bien imprimer, plastifier et garder avec vous dans votre trousse de réa, notamment juste les doses d'urgence, parce que dans le rush, dans le speed, dans l'adrénaline d'une réanimation, on n'a pas nécessairement la tête à calculer une dose. Donc, vraiment avoir les petits tableaux de doses, c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup vous aider. La préparation et la prévention, elle passe également par la formation. Et ça aussi, c'est une ligne directrice de niveau 1A. C'est qu'une formation théorique et pratique, à la fois organisée et encadrée, devrait être mise en place tous les 6 mois pour réduire le risque de perte de connaissances. La mise en place d'une bonne réanimation passe par des vétérinaires formés. Et c'est extrêmement important pour augmenter les chances de succès de notre réanimation, de maintenir cette formation, de se maintenir au fait de toutes les nouvelles recherches scientifiques. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et après chaque euh, réanimation cardio-pulmonaire, alors à domicile, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est tout seul, donc on peut se faire notre propre feedback. Mais en clinique, après chaque réanimation cardio-pulmonaire, il devrait y avoir un feedback en équipe qui doit être réalisé, ce qui va permettre de revoir et de critiquer à la fois ses propres performances et celles de l'équipe, ce qui permet à la fois d'identifier les forces et les faiblesses de chacun pour que la prochaine réanimation cardio-respiratoire se passe le mieux possible. Et j'insiste encore du coup avec cette slide pour le côté formation. La formation Recover est extrêmement importante et personnellement, je la conseille à tout le monde. Enfin, dernier petit point, alors ça, c'est à la fois peut-être un petit peu plus pour la clinique parce qu'on est plus amené à faire des anesthésies générales lors de chirurgie, mais même pour des procédures à domicile, on sait que lors d'anesthésie, quand on a une réaction et un médicament ou un arrêt cardio-respiratoire anesthésique, le taux de survie lors de notre réanimation cardio-respiratoire est généralement augmenté, hein. Il est plutôt de l'ordre de 35 à 50%, là où il était inférieur à 10% d'une manière globale. Ce qui veut dire que c'est là que nos chances de succès sont augmentées et que c'est là qu'il faut être encore mieux préparé. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment recommandé de préparer lors de chaque anesthésie les drogues d'urgence, à minima au moins les avoir calculées avec les doses administrées. C'est-à-dire que si par exemple dans notre protocole anesthésique, on a donné, je sais pas, de la médéto, il faut absolument savoir quel volume et éventuellement avoir déjà préparé son ATIPAM si jamais on a un arrêt cardio-respiratoire pour pouvoir le réverser le plus rapidement possible. Et donc ça, c'est quelque chose, voilà, dont il faut être conscient, c'est que pour chaque anesthésie, idéalement, il faudrait être prêt à une éventuelle réanimation cardio-respiratoire et le plus près possible. Ça, c'était vraiment pour tout ce qui est préparation et prévention. Alors, je sais que dans les faits, on n'est pas tous nécessairement formés. Personnellement, la formation Recover, je ne l'ai pas refaite depuis 1 an et demi. Fait que je ne suis pas up-to-date des 6 derniers mois. Fait que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais je pense que si on ne serait-ce que faire au moins une fois la formation Recover, je pense que pour tout vétérinaire urgentiste, c'est vraiment la base. C'est vrai que les arrêts cardio-respiratoires, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent, mais quand on en a, en fait, d'une manière générale, j'ai l'impression qu'on est trop défaitiste. Bon, de toute façon, on ne reviendra pas. Non, il ne faut pas être défaitiste parce qu'il y en a quand même jusqu'à 50% en anesthésie ou presque 10% hors anesthésie qui peuvent revenir. Et c'est important que pour ces patients-là, on mette les meilleurs soins possibles en place et donc on soit le plus préparé possible. Donc,
Vraiment, cette formation, je la recommande. Donc, on va voir d'abord le Basic Life Support. Donc, c'est ce qu'il va falloir mettre en place immédiatement. Tout d'abord, ça passe par la reconnaissance de l'arrêt cardio-respiratoire, la mise en place des compressions thoraciques, l'accès aux voies respiratoires et la ventilation. Ça, c'est vraiment la base et c'est vraiment là-dessus qu'il faut concentrer. Tout ce qui est administration de médicaments, on le verra après, mais c'est vraiment, entre guillemets, secondaire. Le plus important, c'est de mettre en place immédiatement à la fois les compressions thoraciques et la ventilation. Donc, comment on reconnaît un arrêt cardio-respiratoire? Bon, ça paraît évident, mais la reconnaissance la plus précoce, elle est primordiale pour améliorer le pronostic de notre patient. Et tout patient que vous voyez apnéique ou avec une perte de conscience doit avoir une évaluation très, très rapide, airways, breathing et cardiovasculaire. Donc, immédiatement, un patient apnéique, vous devez toujours, toujours, toujours réagir et vérifier un petit peu si votre patient est vivant ou non. Alors, on pourrait se dire, bon, on va regarder le pouls, oui, mais non. Parce que finalement, il y a beaucoup d'études en médecine humaine, il y en a très peu en médecine vétérinaire, mais qui montrent qu'il y a par exemple uniquement 2% de tous les rescueurs humains qui sont capables de reconnaître une absence de pouls en moins de 10 secondes. C'est très très peu. Or, on sait que lors d'un arrêt cardio-respiratoire, il faut être extrêmement rapide, que le pouls, c'est pas nécessairement une bonne option. D'autant plus que si, par exemple, dit Bornac à prendre un Doppler, le temps que vous sortiez le Doppler, que vous mettiez le gel, que vous mettiez sur la zone, vous perdez énormément de temps. Donc vraiment, la palpation du pouls avant initiation d'une réanimation cardio-respiratoire n'est pas recommandée. Et ça, vraiment, c'est un niveau de, comment dire, une ligne directrice, donc 3B. Donc ce n'est pas recommandé et il y a quand même des preuves scientifiques suffisantes pour pouvoir l'affirmer. Donc vraiment, d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que tout patient apnéique et hypovigilant, vous devez mettre en place votre réanimation. Vous serez toujours beaucoup moins délétère en commençant à masser votre patient plutôt qu'en attendant 10-20 secondes à vous dire hein, est-ce que vraiment il est en vie ou pas? Donc vraiment, vous commencez immédiatement, immédiatement. On ne perd pas de temps. Donc, la base, c'est les compressions thoraciques. Il y a deux théories pour les compressions thoraciques et c'est important de les comprendre et de les savoir parce que ça va un petit peu modifier la façon dont on va masser notre patient. Tout d'abord, vous avez la théorie de la pompe cardiaque. La théorie de la pompe cardiaque, elle soutient que, en fait, quand vous faites une réanimation cardiovasculaire, c'est vos ventricules qui vont être directement compressés entre votre sternum et votre colonne vertébrale si vous êtes en décubitus dorsal ou vos côtes si vous êtes en décubitus latéral. Et c'est ça qui va permettre d'obtenir un débit sanguin. Donc ça, c'est la théorie de la pompe cardiaque. L'autre théorie, c'est la théorie thoracique qui, elle, suppose qu'en fait, quand vous faites des compressions, vous allez augmenter votre pression intrathoracique, ça va comprimer l'aorte et la veine cave, donc vous allez avoir un flux sanguin qui va aller jusqu'en dehors du thorax. À l'inverse, lorsque vous relâchez, vous avez un gradient de pression qui se met en place et donc le sang qui retourne au niveau des poumons. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que, alors, d'une manière générale, on suppose que c'est les deux théories qui se complètent et qui sont mises en place lors d'une réanimation cardio-pulmonaire, mais ça va être important pour nos compressions. Si on part du principe qu'on a un chien de grande race, comme sur la photo tout en haut à droite ici, on se rend bien compte et genre, on va imaginer, je ne sais pas, un Terre-Neuve. Imaginons un Terre-Neuve de 60 kilos. On imagine bien que lorsque vous faites vos compressions cardiaques, enfin vos compressions thoraciques, pardon, il y a très peu de chances que vous atteigniez votre cœur. Ou alors, il va falloir avoir une énorme force pour que vos compressions thoraciques arrivent à comprimer votre cœur. C'est-à-dire que chez les chiens de grande race, la théorie de la pompe cardiaque, on la met un peu de côté et on suppose que c'est plutôt la théorie thoracique qui va rentrer en compte dans notre réanimation cardio-pulmonaire. À ce moment-là, ce qui va être important, c'est de réaliser nos compressions au niveau de la partie la plus large de votre thorax pour permettre une augmentation plus importante de votre pression intrathoracique et non pas directement au niveau de votre cœur. Et ça, c'est important de le comprendre parce que bien souvent, on ne masse pas nécessairement de la bonne façon, on ne masse pas nécessairement au bon endroit. Et chez un chien de grande race, c'est extrêmement important de se souvenir qu'on ne masse pas au niveau du cœur, on masse au niveau de la zone la plus large de notre thorax parce que c'est notre théorie thoracique qui prend le dessus. Par contre, à l'inverse, chez les chiens à thorax profond, là, la théorie, comme les lévriers, par exemple, on se rend bien compte que la théorie de la pompe cardiaque, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir réaliser nos compressions directement au niveau du cœur en décubitus latéral. Pour les races brachycéphales, bon, généralement, vous pouvez faire les compressions soit en décubitus latéral, sinon on recommande de les faire en décubitus dorsale directement au niveau du cœur. Donc, ça va être à nouveau la théorie de la pompe cardiaque. Et pour les chats et les petits chiens, généralement, c'est des compressions directement au niveau du cœur qu'on a tendance à faire à une main, comme sur l'image ici, en bloquant au niveau de la colonne avec notre autre main.
une petite image hop, pardon, pour vous illustrer un petit peu la position à adopter lorsque vous faites des compressions. Donc, c'est une main au-dessus de l'autre. Vous mettez vos coudes à même niveau que vos mains et que vos épaules. Vous bloquez. Et en fait, vous allez vraiment appuyer avec tout votre corps. Et ça, c'est extrêmement important. Comment on comprime? On comprime généralement à un rythme de 100 à 120 battements par minute, donc de manière assez connue et répandue. Généralement, si vous avez besoin d'un rythme en tête, vous allez vous chanter cette petite chanson. Donc, qui est vraiment la chanson avec un rythme de 120 battements par minute qui est la plus répandue et la plus connue. Vous avez énormément de playlists sur Spotify. Et puis, plus récemment, si vous voulez être up-to-date et un petit peu, comment dire, au fait de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, hop, attendez, pardon. La nouvelle chanson de Beyoncé a un tempo absolument parfait avec le beat derrière pour une réanimation cardio-respiratoire. Donc vraiment, gardez ces petites chansons en tête, ça va vous donner le bon rythme pour les compressions. J'arrive à l'éteindre maintenant. Non? Parfait. Super. Donc, gardez vraiment ces rythmes en tête pour vos compressions, parce qu'on a tendance ou à masser souvent, surtout lors de nos premières réanimations cardio-respiratoires, à masser ou pas assez vite, ou le plus souvent trop vite. Voilà, il ne faut pas se précipiter. Fait que chantez-vous la petite chanson dans votre tête et il y a un rythme que vous essayez de garder situé entre 100 et 120 battements par minute. Il faut que vos compressions elles soient profondes, c'est-à-dire que quand vous massez, il faut que votre thorax s'abaisse d'au moins un tiers, idéalement un demi de la largeur du thorax. D'accord? Il ne faut pas masser de manière superficielle, il faut vraiment aller en profondeur. Si vous cassez des côtes lors d'une réanimation, on va dire que c'est entre guillemets une bonne réanimation parce que vous avez mis la force nécessaire. Et quand vous comprimez, faites bien attention d'attendre le recul complet de votre paroi thoracique entre chaque compression, c'est extrêmement important. Généralement, on considère qu'il va falloir faire un cycle de 2 minutes entre chaque rescuer, entre chaque personne, ce qui va à la fois permettre d'augmenter votre perfusion tout en limitant la fatigue. Donc vraiment, on ne s'arrête pas avant les 2 minutes de cycle. Ça ne sert à rien de masser 30 secondes et de dire j'en peux plus, vas-y. Il faut vraiment tenir les 2 minutes. C'est fatigant, une réanimation cardio-pulmonaire. Généralement, au bout des 2 minutes, vous êtes vraiment content qu'on vous relaie. Mais c'est extrêmement important parce qu'on considère vraiment que avant que votre force de compression puisse induire un débit cardiaque, il y a quand même un petit temps qui se met en place, le temps que vous trouviez votre rythme. Après ça, il faut atteindre un plateau pour que ça ait un intérêt pour votre animal. Donc, si vous changez trop tôt, vous perdez tout l'intérêt de vos compressions thoraciques. Donc, vraiment, on atteint la fin des 2 minutes. Alors, généralement, quand on est en équipe, c'est plus facile parce qu'il y a vraiment une personne qui va être dédiée un petit peu à l'idée, l'équipe de réanimation, et qui, à chaque 2 minutes, va pouvoir dire OK, on change, et ça permet un petit peu de se reposer. Donc, ça, c'est pour les compressions thoraciques. Hop. Au niveau de la ventilation, ça va être extrêmement important, hein. On sait que l'hypoxie et l'hypercapnie, ça réduit les chances de retour à la circulation spontanée. Donc, ça va être important de sécuriser vos voies respiratoires extrêmement rapidement et de mettre en place une ventilation. À savoir notamment que la majorité des arrêts cardiaques en médecine vétérinaire ne sont pas liés à une maladie cardiaque primaire. C'est plutôt un arrêt respiratoire qui mène à un arrêt cardiaque. Donc, vraiment, l'intubation endotrachéale précoce est extrêmement, extrêmement importante. Puis, ventiler nos patients à l'aide d'un embout-bag, par exemple, comme sur l'image. Donc, généralement, on va recommander d'intuber en décubitus latéral pour ne pas interrompre les compressions thoraciques et de commencer la ventilation immédiatement. Ce qui peut être intéressant si vous n'êtes pas à l'aise d'intuber en décubitus latéral, c'est notamment si vous êtes en clinique, lorsque vous avez des procédures de routine, entraînez-vous à intuber en décubitus latéral. Comme ça, quand ça arrive lors d'une réanimation et qu'on est vraiment plus dans le rush et dans le stress, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Généralement, ce qu'on recommande, c'est de maintenir une ventilation de l'ordre de 10 ventilations par minute avec un volume tidal de 10 ml/kg et un temps inspiratoire assez court de 1 seconde. Globalement, vous appuyez sur votre embout bag et vous faites ça une dizaine de fois par minute. Ce qui est recommandé le plus possible, donc c'est une ventilation avec 100% d'oxygène. Donc vos embouts bags, vous pouvez très bien les brancher à l'oxygène si vous êtes en clinique.
mais une ventilation à l'air ambiant est tout à fait acceptable aussi si vous n'avez pas d'accès à l'oxygène. Si maintenant vous êtes tout seul, parce que soit vous êtes en clinique, mais que vous êtes tout seul, soit parce que vous êtes à domicile, la réanimation et la ventilation bouche à museau est vraiment décrite hein, dans les lignes directrices dans cet article de Recover. Généralement, ce qu'on va recommander, donc c'est vraiment comme sur la photo, de tenir la bouche de l'animal très très bien fermée et de venir insuffler de l'air directement au niveau de ses narines. Et donc, généralement, la séquence qu'on recommande, c'est de réaliser 30 compressions, arrêter les compressions, 2 respirations profondes au niveau des narines, reprendre 30 compressions, à nouveau 2 respirations profondes. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être faites et qui sont décrites si vous faites des réanimations seules à la maison. Euh, les compressions abdominales interposées, on va juste l'évoquer très rapidement. Leur mise en place est vraiment possible uniquement si on a du personnel formé. En fait, le fait de faire des compressions abdominales interposées, c'est qu'à chaque fois que vous avez la personne qui fait une compression thoracique, vous allez à l'inverse de lui, comme sur la petite photo à droite, pour faire une compression abdominale. Et le principe de ça, c'est que ça va faciliter le retour veineux depuis l'abdomen et donc améliorer votre débit cardiaque. Par contre, ça demande quand même une bonne synchronisation. Il faut que ce soit bien fait. Donc ça, c'est uniquement si le personnel est formé. S'il ne l'est pas, on ne les met pas en place. Donc ça, c'est un petit peu la base pour le Basic Life Support. Donc vraiment, compression, ventilation. C'est hyper important. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc quand vous avez une suspicion d'arrêt cardiaque, immédiatement, vous mettez en place un massage cardiaque et de la ventilation. Après ça, donc généralement, c'est de manière simultanée, hein, on met tout en place. Mais si vous êtes tout seul, concentrez-vous sur les compressions et la ventilation. Après ça, on va mettre en place le Advanced Life Support. Donc ça va être tout ce qui va être la médication, donc tout ce qui va être vasopresseur, inotrope positif. La défibrillation, on va parler rapidement, mais en tout cas, pour les maisons des urgences parisiennes, on n'est pas équipé de défibrillateurs. Tout ce qui va être réanimation liquidienne, correction acido-basique, correction électrolytique et autres. Donc, globalement, tout ce qui est médication au sens très large. Et on suppose qu'en cas de mise en place adéquate des Basic Life Support et des Advanced Life Support, vos taux de retour à la circulation spontanée devraient être de 50%. Donc, au niveau de la médication, donc, ce qu'on va utiliser le plus fréquemment, donc, c'est les vasopresseurs. Il faut savoir que lors d'une réanimation cardio-pulmonaire, même avec les compressions les plus efficaces possibles, vous atteignez uniquement 25 à 30% du débit cardiaque normal. Donc, votre débit cardiaque, il est extrêmement diminué, et même si vous êtes le plus compétent possible, ce qui veut dire que vous allez avoir besoin d'une résistance vasculaire périphérique très importante pour permettre une perfusion coronaire et cérébrale adéquate, d'où l'utilisation des vasopresseurs. Généralement, on recommande une utilisation par voie intraveineuse. Si vous n'avez pas de voie veineuse, vous pouvez le faire par voie intra-osseuse. Et si vous n'avez pas de voie intra-osseuse, alors la voie intratrachéale est possible. Généralement, pour utiliser la voie intratrachéale, ce qu'il faut, c'est diluer la molécule avec de la saline et vous l'administrer via un long cathéter. Donc, soit les cathéters Red Rubber, là, les cathéters rouges, très longs, en caoutchouc. Sinon, vous prenez juste une sonde de réalimentation ou une sonde urinaire et vous instillez directement votre médicament dans la trachée. Tout n'est pas très bien décrit en termes de dose. Généralement, pour l'adrénaline, on va recommander de multiplier la dose par 10, mais à très peu de données. Voilà. Mais oui, l'utilisation intratrachéale peut être extrêmement intéressante. Donc, quelles sont les molécules auxquelles on a accès? L'adrénaline, pour commencer, évidemment. Donc, une catécholamine, qui est un agoniste adrénergique qui est non spécifique, qui va principalement avoir une action sur les récepteurs alpha-adrénergiques et causer une vasoconstriction périphérique. Par contre, à savoir qu'elle a aussi une action sur les récepteurs bêta-adrénergiques, donc une action qui va être inotrope et chronotrope positive, qui va un petit peu aller à l'encontre de nos objectifs lors d'une réanimation cardio-pulmonaire, parce qu'elle va augmenter la demande en oxygène du myocarde, elle va prédisposer aux arythmies. Donc, c'est un petit peu un effet qu'on ne recherche pas trop, mais on en a besoin de notre adrénaline. Généralement, ce qu'on recommande, c'est toujours donner donc, des low doses d'adré. Donc, c'est 0,01 mg kilo toutes les 3 à 5 minutes. Une fois que votre PCR commence à durer vraiment longtemps, vous pouvez passer sur des high doses d'adré, pardon, donc 0,1 mg kilo. Généralement, personnellement, j'ai tendance à la donner quand j'avoisine les 12-14 minutes de CPR. Sinon, avant ça, on reste en low dose d'adrénaline.
Ensuite, vous avez votre vasopressine que vous pouvez également utiliser. Donc, on l'utilise très, très peu souvent. Elle va avoir elle va avoir une action, pardon, plutôt au niveau des récepteurs V1, des muscles lisses vasculaires. Son grand intérêt, c'est qu'elle reste active même lorsque votre pH est bas, à la différence de nos récepteurs alpha 1, et elle n'a pas d'effet inotrope ou de chronotrope positif. Il y a très, très peu d'études hein, sur le bénéfice de la vasopressine par rapport à l'adrénaline. Donc, ce qui est recommandé dans les lignes directrices, c'est que l'utilisation de la vasopressine comme substitut ou complément de l'adrénaline toutes les 3 à 5 minutes peut être envisagée lors de réanimation cardio-respiratoire. Et enfin, donc l'atropine, qui est notre agent parasympatholytique qu'on va avoir tendance à utiliser lors de réanimation. Bon, pour le coup, l'atropine, généralement, on considère qu'elle a un rôle un peu plus important ou utile chez les patients qui sont soit en assistole ou soit avec une activité électrique sans pouls. Auquel cas, là, oui, évidemment, vous pouvez utiliser l'atropine, pardon. Cependant, son utilisation a été un petit peu étendue et on considère que l'atropine peut être utilisée en routine lors de réanimation cardio-respiratoire. Faites par contre bien attention parce que l'utilisation à des doses supérieures à 0,04 mg/kg est vraiment associée à de mauvais résultats dans des études expérimentales réalisées chez les chiens. Donc ne dépassez pas la dose. Ça ne sert à rien de se dire, bon, on va faire comme l'adré, je vais donner x10, surtout pas. Hein. On se contente de vraiment donner du 0,04 mg/kg et d'utiliser les doses qui sont disposées sur les chartes. La défibrillation, on va en parler un tout petit peu. Alors, l'image en bas à droite, c'est le premier défibrillateur en médecine vétérinaire de la marque Mindray. Bon, l'utilisation du défibrillateur est vraiment importante et nécessaire en cas de fibrillation ventriculaire. C'est pas le plus fréquent chez nos animaux de compagnie. Hein. En médecine humaine, on le voit beaucoup plus fréquemment. Chez les animaux de compagnie, on l'utilise moins souvent, ça c'est moins fréquent. C'est quand même important de le savoir. Généralement, au niveau des défibrillateurs, vous avez soit des anciens défibrillateurs qui vont être monophasiques ou des défibrillateurs beaucoup plus récents qui sont biphasiques. Et c'est vraiment l'utilisation des défibrillateurs biphasiques qui est recommandée avec une dose de 2 à 4 joules par kilo. Je vous le mets là, on s'entend qu'on n'a pas de défibrillateur, que ce soit à domicile ou dans les maisons des urgences, mais c'est toujours important ou en tout cas pour votre connaissance, notre culture personnelle, de le savoir, c'est important. Et en cas d'échec, on peut augmenter de 50% de la dose. À savoir que la défibrillation, elle doit être immédiate si vous avez une fibrillation ventriculaire qui dure depuis moins de 4 minutes ou si vous avez un diagnostic de fibrillation ventriculaire entre 2 cycles de 2 minutes de CPR, vous devez vraiment défibriller immédiatement. Ensuite de ça, bon, on va juste voir quelques médicaments. Si vous êtes, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, vraiment, je vous conseille de vous référer à l'article où on détaille beaucoup plus. Mais globalement, ce que vous pouvez utiliser comme autre médication dans votre Advanced Life Support, ça va être tous vos agents antagonistes. C'est-à-dire que si vous avez un surdosage ou une réaction inverse à un des médicaments que vous avez pu utiliser, comme des opioïdes, des benzodiazépines ou des alpha-2 agonistes, n'hésitez surtout pas à utiliser les antagonistes disponibles. Donc pour les benzodiazépines, c'est le flumazenil. Pour l'alpha-2, donc c'est l'atipam. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même à domicile, quand vous faites une sédation ou une anesthésie à l'alpha-2, ayez toujours votre molécule d'atipam, enfin votre seringue d'atipam de prête, ou à défaut, votre flacon d'atipam de sortie avec une seringue vide à côté. Mais juste pour que si vous avez un problème, vous n'avez pas besoin de chercher dans votre sac, sortir votre trousse pour avoir l'atipam. Il faut toujours qu'il soit à disposition. Ou l'analoxone. L'analoxone, on n'a pas à domicile. Même en clinique, on n'en a pas, c'est très difficile d'y avoir accès. Mais voilà, c'est éventuellement des recherches à faire. Mais oui, l'analoxone pour réverser vos opioïdes. Quid des corticos? Vraiment pas recommandé en cas de réanimation cardio-pulmonaire. Donc, on les oublie. Sauf si on a une condition qui suppose des corticoïdes. Typiquement, si on a une crise addisonienne qui arrive en état de choc, sur le point de mourir, vous pouvez lui donner des corticos. Mais autrement, l'utilisation généralisée et globale et systématique des corticoïdes n'est vraiment pas recommandée. Quid de la fluidothérapie? On aurait envie de se dire, bon, on a un cathé, on met des fluides. Alors, vous pouvez en mettre lors d'hypovolémies qui sont clairement identifiées, mais sinon, ça ne sert à rien et ce n'est pas recommandé d'en mettre si vous avez des patients donc euvolémiques ou hypervolémiques. On va s'intéresser maintenant un tout petit peu plus, on arrive sur la fin au monitoring. Bon, d'une manière assez évidente, quand vous intubez votre patient, vérifiez bien que votre tube endotrachéal est au bon endroit. Et pour ça, on va utiliser, et c'est vraiment les trois hein, qui sont importants, c'est à la fois la visualisation directe, l'auscultation et à la fois votre end-tidal CO2 qui va être utilisé pour vérifier que votre intubation trachéale est au bon endroit.
En clinique, évidemment, on peut avoir le TCO2 à domicile, non. Donc, c'est vraiment votre visualisation directe, pardon, qui va vous aider. L'ECG, évidemment, un ECG hyper important dans les cas de réanimation cardio-pulmonaire. Votre évaluation de l'ECG, il va toujours se faire entre 2 cycles de compression de 2 minutes. Ça ne sert à rien de regarder votre ECG entre-temps parce que de toute façon, avec les compressions que vous allez faire, ça va faire énormément d'artefacts au niveau de votre tracé. Donc, ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est que généralement, la façon dont on procède, c'est qu'on masse pendant 2 minutes et lors du changement de rescuer, on se permet de prendre une pause de 3-4 secondes maximum pour évaluer l'ECG. Par contre, cette évaluation, elle doit vraiment être rapide et elle ne doit pas retarder la mise en place d'un nouveau cycle de compression. On ne se prend pas 15-20 secondes pour regarder le CG. On arrête de masser, on lève les yeux, flatline, on reprend notre massage. Ça doit vraiment être extrêmement rapide. Et donc, évidemment, notre taux de CO2 extrêmement important en cas de réanimation cardio-pulmonaire, chose que vous avez uniquement si vous êtes en clinique. Alors, il en existe des petits portables pour le domicile, mais on n'en est pas équipé. C'est quand même, du matériel qui coûte assez cher. Pourquoi il est important? Parce que d'une part, il va être un indicateur très précoce de retour à la circulation spontanée et un indicateur de l'efficacité de notre réanimation cardio-pulmonaire. Généralement, en fait, si vous voulez, quand vous avez un retour à la circulation spontanée, vous allez avoir une augmentation rapide de votre flux sanguin pulmonaire dû à votre retour à la circulation spontanée et donc une augmentation rapide de votre taux de CO2. Donc, c'est pour ça que c'est un indicateur précoce. Parce que si vous massez, que vous avez un taux de CO2 aux alentours de 12 et que d'un coup, ça monte à 20, 22, ça peut vraiment être signe d'un retour à la circulation spontanée. Et on considère également qu'il y a plusieurs études qui ont montré qu'un ET de CO2 supérieur à 15 mm de mercure chez le chien pendant une réanimation cardiopulmonaire était associé à un meilleur taux de retour à la circulation spontanée. Donc, c'est vraiment important de l'avoir. Et pourquoi c'est un indicateur de l'efficacité de notre réanimation cardio-respiratoire? Parce que le T de CO2 va directement être donc relié à notre débit sanguin. Notre débit sanguin est relié à l'efficacité de nos compressions. Donc, ça va nous donner un indice de est-ce que nos compressions sont efficaces ou non. Donc, c'est hyper important de l'avoir quand on fait une réanimation. On va aller hyper rapidement sur le post-cardiaque, enfin sur les soins post-arrêt cardiaque. À savoir juste que le taux de survie, il est entre 2 et 10% malgré, alors quand on a un retour à la circulation spontanée, c'est généralement atteint dans 30 à 40% des cas, mais malgré ça, on va avoir un taux de survie uniquement de 2 à 10% des cas, parce que soit les patients vont derrière être euthanasiés, soit parce que malheureusement, ils vont présenter un nouvel arrêt cardio-respiratoire sans retour à la circulation spontanée. Le taux de survie est quand même extrêmement faible. Et on considère également qu'il existe un syndrome post-arrêt cardiaque, qui est vraiment une combinaison à la fois d'une défaillance multiorganique, d'un choc cardiogénique, de lésions cérébrales et d'une cause sous-jacente à l'arrêt. Et c'est vraiment ce syndrome post-arrêt cardiaque qui est suspecté être la cause de mortalité la plus importante. Donc, c'est pour ça qu'une fois que notre patient est réanimé, il ne suffit pas de se dire « Ok, c'est fait, c'est fini ». Il faut quand même une extrême surveillance. Généralement, vous avez ici à droite l'algorithme des soins post-cardiaques quand on a un retour à la circulation spontanée. La chose la plus importante pour commencer, ça va être de surveiller que notre patient soit, comment dire, ait une SPO2 adéquate, auquel cas, le cas inverse, ça va être important de complémenter en oxygène avec tous les moyens d'oxynothérapie qu'on a déjà évoqués plusieurs fois, les lunettes, le flowbag, le masque ou autre. Et vraiment, ce qui va être très, très important de mettre en place, c'est le carré du bas, donc ce qu'on appelle l'optimisation hémodynamique. Globalement, ce qu'on veut, c'est que notre patient il soit normotensif. On ne veut pas d'hyper ni d'hypotension, généralement avec des lactates diminués, avec un hématocrite suffisant, sinon c'est une indication à transfuser. Et ça, c'est vraiment ça qu'on va chercher à obtenir. Donc, si notre animal est hypotensif, oui, on va pouvoir utiliser des fluides intraveineux pour éventuellement essayer d'augmenter sa pression. Si ce n'est pas suffisant, on va avoir tendance à utiliser des vasopresseurs. À l'inverse, si notre patient il est hypertensif, on va essayer d'en déterminer la cause. Est-ce que c'est parce qu'il y a une douleur? Est-ce que c'est parce qu'il est sous vasopresseur et qui sont trop importants? Mais voilà, ça, c'est vraiment l'optimisation hémodynamique. C'est ce qu'on cherche à atteindre une fois notre patient réanimé, une fois qu'on a obtenu un retour à la circulation spontanée. Donc oui, la pédothérapie, elle va être intéressante, elle va être importante à mettre en place, mais toujours d'une manière raisonnée. Ça ne sert à rien de se dire, oh, notre patient est réanimé, je vais tout de suite lui faire un bolus de fluide. Ça n'a aucun intérêt si vous êtes, par exemple, dans le cas d'un patient hypertensif. Donc, vraiment,
les soins post-cardiaques, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place. On en parle un peu moins parce que on a, bon, c'est plus rare, et c'est des choses vraiment qui tombent un petit peu sous le sens. Donc, juste retenez qu'on veut une optimisation hémodynamique, c'est-à-dire une pression normale, avec une fréquence cardiaque normale, avec des lactates diminués et un animal qui est capable de maintenir une saturation en oxygène. Et pour obtenir ces buts-là, ben, c'est tout ce qu'on a déjà évoqué et tout ce que vous avez à disposition. Au niveau de la médication, encore une fois, vous avez énormément plus de détails qui vont vous être donnés dans les lignes directrices. Si vous voulez aller voir, il y a des détails sur tout ce qui va être les médicaments acido-basiques, le calcium et autres. Je ne voulais pas faire un catalogue de recommandations, donc on va juste parler des plus importants et ceux qu'on aurait éventuellement tendance à vouloir mettre. Quid des corticoïdes, encore une fois, absolument pas recommandé dans les soins post-arrêt cardiaque. La seule exception, c'est de l'hydrocortisone qu'on n'a pas nécessairement à disposition chez les chiens et les chats qui resteraient hémodynamiquement instables malgré une réanimation liquidienne et l'utilisation de vasopresseurs ou d'inotropes. Autant vous dire que c'est des cas exceptionnels et que vraiment, vraiment, les corticoïdes ont une utilisation qui n'est absolument pas recommandée, donc on ne les utilise pas. Quid des hypertoniques, ça c'est quelque chose par contre qu'on pourrait considérer chez des patients qui présenteraient éventuellement des signes neurologiques peuvent être compatibles avec une hypertension intracrânienne. Ça, c'est des choses que je vois souvent passer sur les conversations, donc je trouvais ça cool de pouvoir vous en parler. À savoir que les animaux qui sont en post-cardiaque, enfin en post-arrêt cardiaque, ils vont être aussi prédisposés un petit peu plus aux troubles neurologiques et notamment aux crises convulsives. Donc, je ne voulais pas noter, mais c'est la gestion classique des crises convulsives. Bon, à retenir, c'est que donc Recover, c'est vraiment un ensemble de lignes directrices qui permet à la fois une meilleure prise en charge de nos patients dans une situation stressante. Donc, c'est vraiment important de les connaître. Je pense que tout vétérinaire devrait lire cet article au moins une fois dans sa vie pour pouvoir optimiser les chances de succès de nos réanimations cardio-respiratoires. Il y a vraiment une formation qui est possible via le site Recover. Elle est payante, mais elle est vraiment recommandée. Et vraiment, la connaissance de ces lignes directrices et idéalement la formation, ça permet d'offrir à nos patients le meilleur niveau de soins possible et donc les meilleures chances de succès possibles. Et autre chose sur lesquelles je voulais vraiment insister, c'est que la préparation est extrêmement, extrêmement importante. Que vous soyez à domicile ou que vous soyez en clinique, si vous avez un patient qui est critique, et encore plus en clinique que vous hospitalisez, vous vous dites, ah, lui, il pourrait faire un arrêt, ben alors préparez tout de suite de quoi intuber, ayez vos drogues d'urgence de prête pour que si ça arrive, vous puissiez intervenir le plus tôt possible. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement faciles à mettre en place en amont, qui sont malheureusement pas souvent faites, mais vraiment essayez d'y penser de manière systématique. Patient critique, alors je prépare un kit de réa. Comme ça, si malheureusement mon patient fait un arrêt cardio-respiratoire, j'interviens le plus rapidement possible. Tout est prêt, j'ai pas besoin de réfléchir. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup, Agathe. C'était hyper intéressant, comme d'habitude. Moi, j'avais un petit truc à ajouter par rapport à ça. Comme tu l'as dit au début, on sait que les chances de réussite sont assez faibles, sauf au bloc. Au bloc, ça m'est déjà arrivé, enfin, au coup, au bloc, ça marche plutôt bien. Mais quand on a un animal qui arrive agonisant et voire déjà en arrêt, on sait que c'est souvent voué à l'échec, entre guillemets. Ouais. Et alors déjà, il faut bien, pendant que vous mettez en place la réanimation, il faut qu'il y ait un de l'équipe qui parle au propriétaire pour leur expliquer ce qui se passe. C'est hyper important. Et surtout, leur expliquer qu'on fait tout ce qu'on peut, mais que les chances sont très faibles. Et leur demander leur accord, surtout, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire non, mais laissez tomber, on veut pas aller jusque-là. C'est-à-dire qu'avant de lancer une réanimation cardiovasculaire, pour moi, il faut avoir l'accord des propriétaires. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ah oui, complètement. Oh, oui, oui. En fait, si vous avez, oui, oui, si, c'est ça. C'est que si vous avez un patient, souvent c'est les ASV qui vont arriver en courant en salle de soins avec un patient décédé. Mettez tout de suite en place le massage sans attendre. Mais oui, en effet, d'être un peu plus invasif dans notre réanimation, il faut tout de suite demander l'accord des propriétaires. Fait que, généralement, ce que je fais, c'est que dans tous les cas, je commence ma réanimation et je demande au propriétaire en parallèle. S'il refuse, on arrête tout. S'il accepte, on continue. Mais j'attends pas son aval pour la mettre en place. Je la mets en non. place tout de suite, mais oui, en effet, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui aille parler immédiatement au propriétaire. Il y a un de l'équipe qui aille parler pendant que la réanimation se met Exactement. en place, si les propriétaires veulent qu'on continue ou Mhm. s'ils veulent qu'on arrête. Et ça, à domicile, c'est important de le faire aussi, parce que si ça vous arrive à domicile, ça va vous arriver devant les gens vont être là. Et là, pour le coup, il faut vous leur demander en le faisant en même temps. Il faut que vous arriviez à le faire les deux en même temps.
Et c'est encore particulier parce que souvent à domicile, alors soit ça vous arrive parce que vous avez sédaté un animal et ça je vous souhaite pas, soit en gros l'animal est déjà mort. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même mettre en place l'AREA. L'autre raison, c'est que les gens ils ont besoin de voir qu'on a essayé. Et même si vous savez que c'est joué avec vous à l'échec, ça fait partie un peu de leur processus de deuil. Ils ont besoin de voir qu'on a essayé. Voilà. Ouais, complètement. Parfois, c'est un peu triste parce qu'on sait que ça va être un peu plus, entre guillemets, pas enfin, on dit même pas des acteurs, mais c'est sûr que quand vous arrivez à domicile et que l'animal est mort depuis, enfin, qu'il commence à être raide, bon, je pense que là, c'est important de parler avec les gens en leur disant que ça ne sert à rien de mettre en place une réanimation. Quand vous arrivez et qu'il vient de mourir, ça fait 1 ou 2 minutes et que les gens ont encore un espoir, même si vous, dans votre tête, vous vous dites pff, ça sert à rien, faites-le toujours pour les gens, même si vous savez que votre réanimation, elle n'est peut-être pas optimale parce qu'on s'entend tout seul, c'est extrêmement difficile de faire une réanimation. Donc, on vous en voudra jamais de ne pas réussir à réanimer un animal à domicile. Parce que d'une part, c'est rare que vous alliez arriver au moment où l'animal décède. Souvent, il est déjà décédé, malheureusement. Et puis, tout seul, vous ne pouvez pas à la fois masser, ventiler, mettre un cathé, administrer des drogues. Tout seul, vous ne pouvez pas. On vous en voudra jamais de ne pas réanimer un patient à domicile. Mais par contre, comme je dis, c'est extrêmement important de quand même le faire si votre animal est décédé depuis quelques minutes, parce que les propriétaires ont besoin de ça. Mettez-y quand même. Enfin, faites comme, enfin, comment dire, le mieux que vous pouvez. Vous dites pas, pff, c'est peine perdue, j'y vais vite fait, quoi. Vraiment, Aussi, appliquez-vous. pour moi, ça fait vraiment partie du processus de deuil pour les gens. C'est un moment qui est hyper choquant. Ils ont vu leur animal mourir devant eux et ils ont besoin de voir qu'on s'est impliqué. Et ils vous remercieront même si ça marche pas, très honnêtement. Voilà. Est-ce que d'autres ont des questions par rapport à tout ça? Vraiment, le site Recover, je vous le recommande vraiment beaucoup, beaucoup, surtout si vous êtes destiné à vouloir continuer dans l'urgence et même si vous ne voulez pas, c'est finalement de revoir la physiopathe de l'arrêt cardio-respiratoire, ça fait aussi des rappels sur plein de choses. Mais vraiment, la formation, alors oui, c'est en anglais et oui, elle est payante, mais c'est vraiment pas très, très cher. Et je trouve que c'est un vrai plus, ça vaut vraiment la peine. Donc vraiment, vraiment, moi je la recommande beaucoup. Moi je suis plus up-to-date, fait que je comptais la faire là c'est mon objectif du mois de mars de la refaire. Mais vraiment, je vous la recommande. Ou à minima de lire l'article en détail. Voilà. Bah, moi, j'ai rien de plus à ajouter. Parfait. Et bien bon après-midi tout le monde. Merci. Merci, bon après-midi. Avec Bonne plaisir. nuit. Merci beaucoup.